L'Assemblée va entendre une intervention de Michael Martin, chancelier de l'Irlande. Je prie le protocole de l'accompagner et l'invite à s'adresser à l'Assemblée. President of the General Assembly. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, chers amis. Il est essentiel de ne pas oublier pourquoi nous nous rassemblons chaque année. Il y a 80 ans, le monde se relevait d'un des conflits les plus brutaux de notre histoire. 80 millions de morts. Un génocide délibéré de grande ampleur visant à éradiquer toute la population juive d'Europe, faisant 6 millions de personnes assassinées, un crime monstrueux sans précédent dans l'histoire humaine. Des personnes ont été envoyées à la mort en raison de leur identité ethnique, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. Des villes ont été rasées, assiégées, réduites à néant, pulvérisées par la première et unique utilisation d'armes nucléaires dans l'histoire de la guerre. L'humanité avait sombré dans l'abysse. L'ONU a été le phénix qui s'est levé de ses centres, la plus grande preuve de notre engagement à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité. C'était le meilleur effort de ceux qui avaient vu le pire de l'humanité pour offrir un avenir différent aux générations de demain. Dag Hammarskjöld, secrétaire général dans les années 50, avait représenté cette réalité avec éloquence. L'ONU n'a pas été créée pour emporter l'humanité au paradis, mais pour sauver l'humanité de l'enfer. Depuis l'adhésion de l'Irlande aux Nations Unies en 1955, l'organisation est au cœur de notre politique étrangère. Aucun autre État membre n'est plus fermement engagé en faveur de ces idéaux. Aucun autre État membre n'est plus fermement déterminé à garantir sa réussite. Comme tous les petits États, nous dépendons de la Charte des Nations Unies et du droit international pour notre sécurité et notre bien-être. Alors que le monde semble sombrer dans l'ère de la règle de la loi du plus fort, certaines voix comptent plus que d'autres. Nous devons nous réengager en faveur de la primauté de la communauté internationale. La Déclaration universelle des droits de l'homme le stipule. Elle reconnaît la dignité inhérente et l'égalité des droits inaliénables de tous les membres de la famille humaine à l'origine de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Je suis vivement préoccupée par les reculs subis par les normes des droits humains, reculs qui s'accélèrent ces dernières années, reculs contre les droits des femmes, contre l'égalité de genre, contre les droits des personnes LGBTQ+. Je dénonce les talibans brutaux qui privent les femmes et les filles d'Afghanistan de leurs droits les plus fondamentaux. L'Irlande continue de travailler de façon inlassable pour lutter contre les efforts visant à atténuer nos engagements et les normes des droits humains. Nous réitérons notre engagement à garantir la nature universelle et centrale des droits humains. J'en veux pour preuve notre candidature pour être membre du Conseil des droits de l'homme de 2027 à 2029. Madame la Présidente, les conflits, où qu'ils aient lieu, sont un échec humain. Les conflits détruisent des vies, dévastent le développement économique, laissent des stigmates qui nécessitent des générations pour disparaître. Nous le connaissons dans notre chair. Vendredi, la semaine dernière, nos gouvernements se sont accordés sur un nouveau cadre en héritage de l'accord du Vendredi Saint qui n'aurait été possible sans les efforts de la communauté internationale. Nous sommes prêts à offrir cette aide aux autres. Notre peuple irlandais est fier de participer depuis 67 ans aux opérations de maintien de la paix. Nous sommes fiers de notre participation à la FINUL et de notre lien étroit avec le Liban.
Nous rendons hommage aux membres de nos forces de défense qui ont fait le sacrifice ultime. L'appui fourni à la FINUL sera indispensable dans les 15 premiers mois pour appuyer les efforts des autorités libanaises étant donné l'ampleur des enjeux dans la région. Madame la Présidente, au Soudan, c'est une catastrophe humanitaire terrible qui se déroule. Voilà plus de 2 ans que la guerre a éclaté et qu'elle a entraîné des souffrances humaines indicible pour la population civile. Plus de 150 000 personnes sont mortes. 12 millions de personnes sont déplacées. Des violences sexuelles effarantes sont perpétrées contre des femmes et des enfants. La famine a été déclarée dans l'ensemble du pays. Nous avons échoué à aider le Soudan. C'est une honte collective. Nous ne prêtons pas la même attention à cette guerre destructive que nous la prêtons à d'autres. Pourtant, un enfant au Soudan a la même valeur, le même droit à la vie, le même droit à une enfance pacifique que tout autre enfant né partout ailleurs dans le monde. Le conflit au Soudan est une catastrophe humaine qui met en péril la stabilité de l'ensemble de la région. Ce conflit doit cesser. J'appuie pleinement les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général pour le Soudan, qui œuvre à parvenir à un cessez-le-feu, à mobiliser une réponse humanitaire et parvenir à la paix pérenne. Les auteurs des crimes de guerre perpétrés au Soudan doivent rendre des comptes. La compétence de la CPI devrait s'appliquer à l'ensemble du Soudan. Il y a 80 ans, l'Europe avait plus de raisons que quiconque de prononcer les paroles « plus jamais ». Pourtant, aujourd'hui, c'est une guerre brutale et sanglante qui fait rage sur le territoire européen. En février 2022, la Russie, un membre fondateur des Nations Unies, un membre permanent du Conseil de sécurité, a lancé une invasion illégale de grande ampleur contre l'Ukraine au mépris du droit international et de la Charte des Nations Unies. Ce pays mène cette guerre dans l'indifférence la plus totale quant aux conséquences humaines. Des dizaines de milliers d'Ukrainiens ont été tués, mutilés, des millions ont dû quitter leur patrie, des millions de plus sont déplacés dans leur pays. La Russie cible de façon délibérée et cynique les civils et les infrastructures civiles. Ce conflit a entraîné une dégradation environnementale immense. Des villes telles que Mariupol, Kharkiv et Bakhmut ont été réduites à néant. Les prisonniers sont maltraités, les enfants sont kidnappés. Le président Poutine a rejeté toute tentative de négociation en faveur d'un cessez-le-feu, y compris celle menée par le président Trump. Rien n'indique qu'il est prêt pour la paix. Il a refusé de rencontrer le président Zelensky. Il s'entête à attaquer les civils et les infrastructures civiles en Ukraine. Il met à l'épreuve la détermination des voisins de l'Ukraine en envoyant des drones dans les espaces aériens polonais et roumains. Cela ne fonctionnera pas. Il doit comprendre la robustesse du peuple ukrainien, sa détermination infaillible à défendre son pays et son indépendance. Tous ceux qui sont fiers de participer à la coalition d'appui à l'Ukraine seront solidaires aussi longtemps qu'il le faudra. Si la Russie refuse les négociations, le monde devra renforcer la pression économique et politique jusqu'à ce que la Russie cède. Avec les partenaires européens internationaux, nous allons renforcer et durcir les sanctions. Nous allons renforcer l'appui à l'Ukraine. Nous allons mettre en place des garanties de sécurité indispensables à l'Ukraine pour un accord de paix. Nous sommes fermement convaincus que l'Ukraine fait partie de la famille européenne et que son avenir est dans l'Union européenne. Nous allons continuer à œuvrer de concert avec les partenaires de l'Union européenne pour que son adhésion ait lieu le plus rapidement possible. J'en arrive maintenant à Gaza. Une des catastrophes les plus inimaginables qui dépassent l'entendement. Nous ne pouvons pas décrire la souffrance physique et psychologique subie par la population palestinienne en ces 2 années de guerre brutale. Nous sommes solidaires avec cette population. Nous saluons ceux qui travaillent dans les circonstances les plus terribles pour sauver des vies, pour venir en aide aux blessés, pour lutter contre le déplacement et la destruction de tout un peuple et la destruction de son patrimoine culturel riche et irremplaçable. Au cœur de ces efforts, nous retrouvons les agences et les employés de l'ONU, avant tout l'UNRWA.
Nous rendons hommage à ceux qui ont perdu la vie. Nous rendons hommage à la bravoure des secouristes. Nous rendons hommage aux journalistes qui travaillent de façon inlassable aux dépens de leur sécurité pour que personne ne puisse dire que l'on ne savait pas. Ce qui se déroule à Gaza est injustifiable. C'est un camouflet pour notre dignité et pour la décence humaine. C'est un renoncement de toutes les normes, de toutes les règles du droit international. Nous voyons que la faim est utilisée comme tactique de guerre. Des enfants, des nouveau-nés meurent de faim alors que des denrées alimentaires pourrissent à la frontière. Des personnes sont abattues alors qu'elles cherchent une assistance alimentaire pour leur famille. Les écoles, les hôpitaux, les mosquées, les institutions culturelles sont délibérément pris pour cible. Les médecins, les travailleurs humanitaires, les journalistes sont pris pour cible. C'est le déplacement, la destruction qui prévaut partout. Nous sommes les témoins de la colère, de la déferlante de colère d'une des armées les plus sophistiquées au monde, s'en prenant à des populations civiles sans défense et prises au piège. La Commission indépendante internationale sur les territoires occupés a appelé un chat un chat. Après avoir examiné les comportements israéliens depuis le début de la guerre en 2023 et les actions des responsables militaires israéliens et les chiffres, il a été conclu qu'Israël se rend coupable de la commission d'un génocide à Gaza. Le génocide, crime le plus grave au titre du droit international. Tous les signataires de la Convention sur la prévention du génocide doivent agir et le sanctionner. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. En janvier de l'année dernière, la CIJ a mis en garde toute la communauté internationale quant au risque que l'État d'Israël commette un génocide dans le cadre de ses opérations militaires à Gaza. La Cour l'a dit clairement. Lorsque les États peuvent contribuer à la prévention d'un crime de génocide, ces États sont contraints d'utiliser tous les moyens raisonnables pour prévenir ce génocide le plus rapidement possible. Comme Navi Pilar, la présidente de la commission indépendante, l'a dit, la prévention du génocide n'est pas une question qui relève de la discrétion des États, c'est une obligation morale. Il n'y a pas de temps à perdre. Tous les membres des Nations Unies doivent se pencher sur leurs actions et j'appelle ceux qui disposent d'une véritable influence à agir en toute urgence et j'appelle à ceux qui ont fourni ou qui continuent de fournir à Israël les moyens de perpétrer cette guerre, de se pencher sur les conséquences de leurs actions et les conséquences pour la population palestinienne. Nous ne pouvons pas agir comme à l'habitude face à un génocide. Comme cela a été dit clairement, ce n'est pas faire montre de neutralité, c'est se rendre complice. L'Irlande a plaidé en faveur de la demande de l'Afrique du Sud à la CIJ. Nous avons reconnu l'État de Palestine. Nous opposons à l'importation de marchandises depuis le territoire occupé. Nous allons continuer à empêcher cette catastrophe et nous allons continuer à travailler avec des partis et des partenaires animés du même esprit pour mettre fin à cette catastrophe humaine. Nous devons parvenir à un cessez-le-feu immédiat, nous devons libérer les otages, nous devons garantir un accès sans entrave à l'assistance humanitaire et aux travailleurs humanitaires à Gaza. Les auteurs de crimes de guerre doivent rendre des comptes. Il ne saurait y avoir d'impunité. Nous devons également nous assurer que les auteurs de l'attaque d'Israël du 7 octobre rendent des comptes également. C'était également un crime de guerre odieux. Je suis conscient du traumatisme suscité pour la population israélienne. Mais c'est le Hamas, pas la population palestinienne qui en est responsable. Le Hamas doit rendre des comptes pour ses crimes. Le Hamas n'aura pas de rôle dans la gouvernance future de la Palestine. Mais aucun crime, quelle qu'en soit sa nature, ne justifie le génocide. Nous reconnaissons également les crimes commis en Cisjordanie. L'ampleur et la cadence de la saisie des terres palestiniennes par les colons israéliens. L'appui ouvert fourni par le gouvernement israélien, le harcèlement, la détention, l'abus de la population palestinienne, la saisie des recettes fiscales, cela doit cesser.
Dans son avis consultatif de juillet 2024, la CIJ le disait clairement. Tous les États ont l'obligation de ne pas reconnaître comme étant légale la situation émanant de la présence illicite de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé et de ne pas fournir une aide ou une assistance pour préserver cette situation. Le monde sait bien ce qui est à l'origine de ces activités, c'est la volonté de tuer dans l'œuf une solution à deux États. Cela n'est pas tolérable. Une solution à deux États est la seule perspective de paix dans le cadre de laquelle la population israélienne et palestinienne peut vivre dans la paix et la sécurité et côte à côte. Je salue la décision de reconnaître la Palestine de la part de la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et d'autres. Je félicite la France et l'Arabie saoudite pour leur rôle de chef de file, alors que ces pays œuvrent en faveur d'un processus politique débouchant sur une paix pérenne et la sécurité dans la région. Ces pays peuvent compter sur mon plein appui. Monsieur le Président, alors que l'ONU célèbre son 80e anniversaire, cette organisation est plus indispensable que jamais. Les enjeux d'aujourd'hui sont plus complexes, sont liés les uns aux autres. Aucun pays, aucune région à lui seul ne peut y faire face. La menace, c'est notre avenir qui est menacé en raison de la perte de biodiversité. Nous devons pouvoir répondre aux besoins de développement. Nous devons garantir la santé et le bien-être de nos peuples. Nous devons préserver notre patrimoine culturel dans toute sa diversité. Nous devons garantir la stabilité de nos économies et le commerce juste. Nous devons saisir les occasions que nous offre la révolution numérique tout en étant conscients des conséquences potentielles pour notre humanité. Certes, l'ONU n'est pas parfaite, elle doit être réformée pour refléter les réalités d'aujourd'hui. Je salue Antonio Guterres, secrétaire général, qui œuvre en ce sens dans le cadre de son mandat. L'ONU représente ce que le meilleur de l'humanité. Si les nous échouent, c'est parce que nous, dirigeants, l'avons laissé tomber. Ne l'oublions pas, alors que nous nous réengageons en faveur du multilatéralisme, réengageons-nous en faveur de l'état de droit d'une organisation des Nations Unies réformée à la hauteur de la tâche. Tout comme nous l'avons fait pour la charte, tentons de préserver les générations d'aujourd'hui et de demain du fléau de la guerre. Réaffirmons notre foi dans les droits humains fondamentaux, dans la dignité et la valeur de chaque être humain. Créons les conditions propices à la justice et au respect du droit international. Et alors que nous promettons de défendre la charte, ne renonçons jamais à promouvoir le progrès social, des conditions de vie meilleures pour tous et plus de liberté pour tous. Merci. On behalf of the Assembly, I wish to Au nom de l'Assemblée, je remercie